Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Steven Giron, l'expert numéro 1 de la location courte durée. Et le thème de la vidéo, c'est comment générer 200 000 euros de chiffre d'affaires avec la LCD. Donc Steven, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, merci à toi de m'accueillir pour cette petite interview. Voilà, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Steven Giron, aujourd'hui j'ai 33 ans, donc j'ai investi dans l'immobilier, notamment la location courte durée depuis un peu plus de 4 ans. Déjà, je suis le fondateur de Le Consultant BNB, qui est une société de conseil spécialisée dans les stratégies de commercialisation et automatisation de location courte durée, où on accompagne justement des propriétaires, investisseurs, exploitants en location courte durée à optimiser leurs résultats. Et tu habites dans quelle région? Alors, moi j'habite dans le sud-ouest, sur la côte basque. Tu t'es lancé dans l'immobilier vers quelle période? Alors, à l'heure où on fait cette vidéo, je me suis lancé dans l'immobilier il y a 5 ans. Donc sur un projet d'investissement que j'ai décidé d'exploiter en location courte durée. Donc le projet, c'était un appartement que j'ai décidé de diviser en deux pour l'exploiter en location courte durée. Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans l'immobilier? Alors déjà, il faut savoir que l'immobilier de base, c'était pas du tout mon domaine de prédilection. Juste pour refaire un petit topo sur mon parcours, je suis ancien sportif de haut niveau. Ma carrière s'est arrêtée assez prématurément suite à un accident de voiture. Suite à ça, j'avais plus rien, plus de revenus, vraiment plus rien, plus de projet de vie à partir de là. Et j'ai erré comme ça pendant un petit moment jusqu'à ce que je m'intéresse à la création d'indépendance financière parce que je me suis jamais vu vouloir évoluer dans un travail chronophage qui me fasse faire des 8h, 17h tous les jours et avoir seulement mes week-ends et mes 5 semaines de vacances. Donc moi, ce que j'ai toujours visé, c'était le côté indépendance financière, être libre de mon temps, de pouvoir vaquer à mes occupations, mais aussi de construire quelque chose à l'image d'une activité qui me passionne. Et en fait, pendant quelques temps, j'ai erré jusqu'à ce que je découvre un peu tout ce qui est immobilier. Donc je suis tombé un peu par hasard grâce à des vidéos YouTube où je voyais des personnes qui racontaient comment elles étaient devenues libres et indépendantes financièrement grâce à l'immobilier. Et c'est ce qui a été le déclic pour me faire passer à l'action. Et pourquoi la location courte durée? Il y a la colocation, les immeubles de rapport, la location meublée classique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment choisir entre cette stratégie qui marche plutôt très bien et une autre? Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi à plusieurs stratégies à mettre en place, mais déjà c'était de base, j'avais défini des objectifs clairs pour moi, ce qui était de sécuriser mon avenir grâce à l'immobilier, mais aussi générer un complément de revenus supplémentaire. Déjà, quand on se met ce genre d'objectif en tête, ça limite aussi le champ d'action. Ça dépendait aussi de mon secteur d'investissement, sachant que je suis sur la côte basque. Les prix de l'immobilier sont assez élevés par rapport au type d'exploitation. J'ai trouvé en fait en la location courte durée le bon compromis. Bien que de manière générale, ce qui est appliqué, c'est souvent on va faire dans les endroits où il y a une saisonnalité, on va faire souvent de l'étudiant l'année et du saisonnier l'été. Moi, je me suis placé sur le créneau de la location courte durée parce qu'après avoir fait mon étude de marché, j'ai estimé le potentiel et j'avais pas envie surtout d'écouter les autres. Parce que c'est vrai que quand j'ai réfléchi à me lancer dans ce projet, beaucoup de monde me disait tu vas voir, ça va bien se louer l'été, mais l'hiver c'est mort, il n'y a personne, tu vas pas réussir à louer. Et en général, quand on me dit des choses comme ça, moi ça me challenge. Et du coup, j'ai voulu relever le défi à me dire voilà, ok, peut-être vous pensez ça, peut-être que vous n'avez pas de résultat, mais moi je vais mettre en place toutes les actions pour réussir à louer toute l'année, mais aussi à être rentable toute l'année. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre la location saisonnière et la location courte durée? Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a souvent cet amalgame qui est fait entre la location saisonnière et la location courte durée, parce que beaucoup de personnes justement qui se lancent dans ce domaine d'activité ne font pas trop la nuance, mais moi je fais vraiment la distinction entre les deux parce que c'est vraiment deux types d'activités différentes, puisque la location saisonnière c'est vraiment lié à la saisonnalité où on va faire ça en général souvent soit l'été ou l'hiver suivant le secteur dans lequel on se trouve. Donc voilà, c'est lié à un pic d'activité qui est en général propice aux voyageurs touristiques. Et aussi, le truc, c'est que la location saisonnière, on va justement avoir ce pic l'été, peut-être une baisse d'activité l'hiver, donc il y aura cette grande différence en termes de revenus générés. Alors que la location courte durée, le but avec ce système d'exploitation, c'est d'être rentable toute l'année. Donc bien sûr, il peut y avoir des variables, mais avec la location courte durée, on va aussi bien toucher potentiellement des voyageurs touristiques, mais on va s'adresser aussi à un panel plus large de voyageurs. Pas forcément que du voyageur touristique, ça peut être du pro, ça peut être du stagiaire, ça peut être de la personne qui vient dans un secteur, qui vient chercher un logement, donc il peut y passer quelques temps. Donc voilà, ça s'adresse à un plus large spectre.
Et c'est en ça que voilà, l'activité de location courte durée se différencie de la location saisonnière avec le côté pérennité et rentabilité objectif de rentabilité sur toute l'année. Tu nous parlais tout à l'heure d'études de marché et comment simplement on peut faire une étude de marché afin de savoir si c'est la LCD si on peut vraiment se lancer en LCD plutôt. Ouais. Alors pour l'étude de marché, il y a des méthodes, il y a plein de méthodes, on en voit un peu partout. Il y en a qui vont tester des fausses annonces sur Le Bon Coin, il y en a qui vont regarder sur Airbnb le voisin d'à côté. Moi j'ai une méthode qui pour moi est la plus simple, efficace, rapide. Déjà, ça sera un process en plusieurs étapes, mais juste pour rappeler grossièrement comment ça se mettrait en place une étude de marché, c'est déjà définir par rapport à la ville dans laquelle on va investir. Tout simplement, première recherche, ça serait Wikipédia, voir un peu l'attrait de la ville. Parce que souvent, moi c'était mon cas, surtout quand je me suis lancé, c'est que je pensais au début, un peu comme tout le monde, au début me dire voilà, c'est que touristique mon secteur, sauf qu'en me renseignant, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait des pôles d'activité, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que l'activité touristique dans le secteur. Et en fait, souvent, quand on est dans sa propre ville ou on connaît des villes alentours, on va se focaliser uniquement sur nos premières idées reçues. Alors qu'il faut faire une vraie recherche, donc par exemple Wikipédia, pour identifier un peu plus de découvrir ce qu'il y a vraiment dans la ville, donc les pôles d'attractivité de la ville. Après, ça va être bien sûr regarder, moi ce que je recommande, c'est regarder s'il y a une présence d'hôtel. Donc ça va être un élément important à identifier. Présence d'hôtel, ça va être aussi le nombre de biens présents aussi sur Airbnb, parce qu'on sait que c'est les deux plateformes les plus réputées en vue sur le marché pour exploiter ces biens. Donc ça va être regardé sur ces deux canaux-là. Et après, vraiment pour aller plus loin, on peut faire des recherches avec un outil qui s'appelle RDNA, donc qui permet justement de voir par rapport à des villes, donc par rapport à une ville, c'est un outil qui permet de ressortir des analyses statistiques par rapport à une ville. Donc rien qu'en faisant cette démarche-là, on peut rapidement voir si une ville est enclin à faire de la location, c'est intéressant de faire de la location courte durée ou pas. Est-ce qu'il y a des typologies de logements qui se louent plus que d'autres et comment on peut savoir dans une ville quels sont les logements qui se louent le plus afin de ne pas se tromper de prendre par exemple un T5 à la place d'un T2 qui marche plus? Ouais, alors ça c'est pareil, donc c'est là où justement c'est important de faire la nuance entre location saisonnière et location courte durée, parce que sur la location courte durée, vu qu'on va s'adresser à un certain type de voyageurs et qu'on doit s'adapter justement peut-être à une saisonnalité, on va avoir peut-être des pics en haute saison, moins de pics en basse saison. On va peut-être toucher plus des pros par exemple, ça va être ça. Donc ça va être un logement, moi ce que je recommande toujours c'est au moins entre 2 et 4 personnes, l'idéal 4. Genre un T2 c'est bien, ou un grand studio qui peut accueillir 4 personnes, parce que l'objectif c'est qu'on va pouvoir optimiser la renta par rapport au nombre de personnes. Donc par exemple sur un appartement qui pourrait accueillir de base 2 personnes, qui peut accueillir 4 personnes, si on en accueille 2 et qu'on rajoute un prix supplémentaire pour 3 et 4 personnes, ça fait booster la rentabilité. Moi, c'est ce que j'ai appliqué justement sur un de mes biens, qui fait que justement, on peut augmenter la rentabilité par rapport au nombre de personnes. Et après, sur la superficie, je dis pas plus que le T2, parce que T3 et plus, on va rarement toucher, en tout cas en période normale, des voyageurs qui vont venir à beaucoup. Donc le T3 en général, ça va être quoi, 6 personnes, enfin 4 à 6 personnes. 6 personnes, ça va être très rarement touché, sauf en période par exemple de vacances. Donc au-delà de T3, moi je trouve, en tout cas dans mon approche, c'est pas forcément le plus recommandé pour faire de la location courte durée. Et pour se lancer en location courte durée, il faut un budget de combien? Par exemple sur la côte basque, pour lancer un projet rentable pour toi, on peut commencer à partir de, je sais pas, 100 000, 200 000, 300, 400? Alors déjà sur la côte basque, je pense que ça va piquer un peu, mais ça va dépendre vraiment du secteur. Il y a pas de... En fait, c'est vrai que sur le budget, il n'y a pas de budget. Pour moi, il y a à peu près tous les budgets. Je ne vais pas forcément prendre justement une ville en particulier ou un secteur en particulier, parce que ça va dépendre vraiment de toutes les personnes. Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qu'on a déjà accompagnées ou qu'on a déjà suivies, qui ont investi à plus de 5 heures de chez eux et qui ont investi dans des biens qui étaient à, je sais pas, entre 50 et 100 000 euros pour exploiter en location courte durée. Donc il n'y a pas vraiment de prix de départ. L'idée, le minimum, c'est partir sur un studio. Donc on va en trouver des studios, il y a un peu tous les prix suivant le secteur. Donc la ville, c'est là où l'étude de marché est importante. Donc ça peut commencer à 50 000, 100 000. Dans mon secteur, les studios, ça va être plus du 100, 150 000. Donc après, il faut estimer aussi par rapport à la rentabilité. Donc le prix à la nuitée, c'est ça qu'il faut vraiment calculer, combien ça va générer derrière par rapport au prix du marché.
Et en parlant calcul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les chiffres de ton premier projet? Donc le projet, donc le prix d'acquisition, frais de notaire, les charges qu'il y a. Et après, on parlera vraiment des revenus que tu as pu générer au bout des 5 ans. Ok. Par rapport à ce projet, c'est simple. Comme j'ai dit, donc c'était un projet qui s'est lancé il y a 5 ans à peu près. Prix d'achat du bien, c'était 135 000 euros. Donc voilà, 135 000 euros. C'était un T2, 58 mètres carrés, 2 places de parking, un garage. Donc c'était une super bonne affaire que j'ai réussi à faire, sachant que j'ai même réussi à faire une petite marge de négo parce qu'il était à 145, je l'ai baissé à 135. Il y a eu un peu plus de 50 000 euros de travaux, 55 000 je crois. Et à peu près 5 000 euros de meubles, donc pour un budget total de 205 000 euros, tout compris. Et après, en charge d'exploitation, on doit prendre quoi en compte? Alors en termes de charges d'exploitation, quand on va faire de la location courte durée, ça va être les charges classiques du meublé par exemple, tout ce qui va être le crédit, ça va être les charges, vu que c'est à notre charge, tout ce qui va être eau, électricité, il va y avoir à compter les assurances. Et en fait, là où ça va se différencier du classique, c'est on va avoir des charges variables, comme les commissions des plateformes, on va avoir les charges avec les prestataires de services. En général, c'est ça qui va faire plus varier ses revenus par rapport à ce type de charges-là. En parlant de plateforme, tu recommandes d'utiliser quelle plateforme? Alors sur les plateformes, c'est simple. Aujourd'hui, on sait que Airbnb, Booking dominent le marché. Donc moi, je suis dans l'optique, surtout quand on se lance, de privilégier le 20-80, donc 20% d'actions qui vont rapporter 80% de résultats. Aujourd'hui, justement, Airbnb, Booking dominent le marché, sachant que, à l'heure où je fais cette vidéo, en tout cas, il y a une prépondérance pour Booking, malgré les idées reçues, malgré que la plupart des gens pensent que faire du Airbnb, c'est rentrer dans le langage commun. Mais en réalité, c'est plus même Booking qui rapporte, moi en tout cas, et pour la plupart des personnes qu'on a accompagnées, qui rapporte le plus de clientèle, parce que ça va être aussi une clientèle différente d'Airbnb. Mais aujourd'hui, voilà, ça va être les deux plateformes à privilégier. Après, il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, je ne peux pas m'arrêter là en disant que privilégier que ces plateformes parce que ça va dépendre de beaucoup de critères. Donc, ça va dépendre du type de bien qui est exploité, ça va dépendre du secteur, si c'est plus en rural ou si c'est plus en urbain. Ça va dépendre de la clientèle cible également. Donc, voilà, c'est plein de paramètres à prendre en compte pour utiliser les bonnes plateformes. Mais en tout cas, pour se lancer, minimum, voilà, Airbnb, Booking, c'est les plus répandus, c'est les plus connus, c'est celles qui ont le plus d'activité. Et pour se lancer, c'est le mieux. Et quels sont tes résultats au bout des 4 ou 5 ans d'exploitation? Alors justement, c'est ce que je regardais il n'y a pas très longtemps de ça et même moi je ne m'y attendais pas vraiment. C'est que j'ai vu que j'ai réussi à générer du coup plus de 200 000 euros de revenus. Donc je précise bien de revenus et pas de cash flow parce que encore une fois le revenu c'est un peu lié au chiffre d'affaires. Donc bien sûr il y a pas mal de charges derrière parce qu'il y a des charges aussi que je n'ai pas dit mais à compter c'est aussi les impôts. Mais depuis que je m'aimais bien en exploitation, donc ça a été plus de 200 000 euros de revenus de générer. Et ta plus grosse année, tu as pu générer combien? La plus grosse année, c'était un peu plus de 46 000 à peu près, donc de chiffre d'affaires encore une fois, de revenus. Et parlant fiscalité, donc tu es en location meublée, tu as une fiscalité plus avantageuse ou tu paies quand même quelques impôts? Ouais, effectivement, moi je paye quelques impôts parce que ça s'est vite épongé. Au début j'étais au réel. Du coup je pouvais défalquer tout ce qui était travaux, etc. au niveau des charges et tout ça. Sauf que vu que les revenus étaient conséquents, du coup ça a vite amorti tout ça. Donc du coup je suis passé sous un autre format, donc au micro-BIC, mais avec un abattement encore plus avantageux parce que je me suis classé meublé étoilé. Donc en fait l'avantage de ça, quand on est classé meublé étoilé avec étoile, on a un abattement de 71% sur les revenus. Donc qui fait que ce qui est rajouté à notre assiette fiscale imposable, c'est les 29% de revenus restants. Aussi, ce que je tiens à préciser, aujourd'hui j'ai le statut de loueur meublé non professionnel parce que ce projet aussi, je ne l'ai pas lancé tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être surprises aussi par rapport à ça, sur ce fait qu'effectivement j'ai généré pas mal de revenus, mais je ne suis pas passé professionnel, c'est tout simplement parce que c'est un achat qui a été fait en indivision. Donc ça c'était un projet dans la stratégie d'investissement, donc c'est là aussi sur la stratégie d'investissement où la réflexion est intéressante, où ça s'est mis en place comme ça pour avoir un meilleur avantage dans tous les cas. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé autant de revenus, tu as généré autant de revenus selon toi?
C'est tout simplement les stratégies qui ont été mises en place. En fait, au fur et à mesure des années, j'ai affiné mes stratégies, mes techniques, mes approches. Et en fait, le gros gap qui est arrivé, c'est entre la première et la deuxième année. Parce que la première année, c'était un peu une année test, une année d'essai où j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté pas mal d'argent et aussi de temps. Parce que bien que mon calendrier se remplissait la première année, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs justement en termes de pricing, en termes de disponibilité, d'ouverture, ce genre de choses. Je m'étais un peu ancré dans le système que tout le monde fait. Donc même si j'avais réussi à faire la première année un peu plus de 85% de remplissage, je me suis rendu compte qu'à la fin d'année, j'avais une perte potentielle pas mal. Du coup, voilà, à la fin de la première année, c'est là où j'ai revu complètement mon écosystème, mon modèle, parce que aussi j'avais généré des revenus, mais j'y passais beaucoup de temps. Et la première année, tu as généré combien de revenus et ça te prenait combien de temps par semaine? Alors la première année, j'ai à peu près généré 33 000 euros de revenus, donc qui est quand même une année intéressante. Donc en me lançant en tout début d'année, 33 000 euros de revenus sur les 2 biens du coup. Et en termes de temps de gestion, c'était à peu près 15 heures par semaine parce qu'il y avait tout ce qui avait ménage, linge à gérer, les entrées, sorties, voilà, tout un écosystème qui n'était pas encore en place. Et justement, c'est en ça où la deuxième année où j'ai décidé de vraiment tout optimiser. Moi-même, déjà moi-même, je me suis formé pour mieux appréhender l'activité de location courte durée. Donc tout ce qui est stratégie de commercialisation, de marketing, de pricing, de gestion en mettant en place les bons outils également. Donc tout ça, je me suis formé à fond dès la fin de cette première année pour implémenter à mes locations, pour que l'année suivante, justement, ça explose ma rentabilité. Et maintenant, tu t'occupes de ton appartement. Ça te prend combien de temps? Alors aujourd'hui, dans mon système que j'ai mis en place, donc l'écosystème, souvent que je parle d'écosystème que j'ai mis en place, ça me prend littéralement moins de 15 minutes, vraiment moins de 15 minutes par semaine, sachant que dans les 15 minutes, parce que j'ai fait évoluer mon système, parce que je suis passé de m'occuper de tout à déléguer uniquement la partie logistique, ménage, linge, et moi je gérais quand même la communication voyageur. À aujourd'hui, je gère quasiment plus rien, même la communication voyageur, elle est déléguée en fait. Et moi, ce que je vais checker, c'est un peu le marché, c'est un peu savoir ce qui se passe, un peu voir s'il y a des concurrents qui sont arrivés, un peu voir par rapport à mon remplissage comment je suis. C'est analyser les chiffres passés, remettre en place des prix. Mais voilà, ça me prend un quart d'heure. Mais le travail en amont, il a été long et fastidieux pour pouvoir aujourd'hui y passer très peu de temps. Sachant qu'aujourd'hui, maintenant aussi, je connais très très bien mon marché. Ce qui fait que même plus le temps évolue et même avec le côté crise sanitaire, j'arrive quand même à continuer à augmenter mes tarifs. Donc, je continue à tester mon marché, à faire évoluer mes prix. Moi, j'estime que c'est du test constant. On ne peut pas tout le temps dire voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est que je teste, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas et je m'adapte et j'améliore en continu. Et par rapport à la crise sanitaire, est-ce que tu as eu une grosse baisse de chiffre d'affaires avec cette période particulière? Alors, c'est vrai que ça c'est particulier justement par rapport à cette période. Parce qu'il y a eu un impact, ça c'est sûr et certain, parce que même moi, quand il y a eu ce premier confinement, de ne pas du tout savoir à quoi s'attendre, parce que quand on voit il y a toutes les frontières qui sont fermées, que plus personne ne peut voyager, là on se dit c'est la fin de la location courte durée, qu'est-ce qui se passe? Donc moi à ce moment-là, j'avais fermé mes appartes, normal. Donc pendant un peu plus d'un mois et demi, il n'y a pas eu d'activité. J'avais fait quand même une pause de crédit. J'avais anticipé début d'année par rapport à les stratégies que je voulais remettre en place. Donc j'avais déjà anticipé la pause de crédit. Donc très peu d'impact en termes de trésorerie, en termes d'activité. Donc oui, ça en a eu. Mais la manière dont j'ai réfléchi en fait par rapport à ça, c'est que je me suis dit ok, il y a cette situation, ça va être compliqué à gérer, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour relancer l'activité? Donc je ne me suis pas enfermé à me dire voilà c'est mort, c'est la fin, c'est fini, on va rentrer dans un truc, c'est la fin. Je me suis dit ok, ça va bien s'arrêter un jour, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour relancer l'activité et de nouveau exploser mes revenus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une nouvelle stratégie qui m'a permis de me relancer, d'avoir des super résultats post-crise confinement, qui a fait qu'au final, sur la première année où il y a eu cette crise, justement, j'ai eu des résultats corrects parce qu'il y a seulement une baisse de 10% à peu près sur mon chiffre d'affaires. Ce qui est plutôt raisonnable avec toutes les périodes de confinement. Et comment tu fais pour sélectionner un bon prestataire de ménage? Parce que je pense que c'est un des facteurs des plus importants pour réussir en location courte durée. Ouais, complètement. Ça, je sais que c'est une des plus grandes difficultés des investisseurs qui se lancent sur la partie délégation, choix du prestataire, recrutement, gestion. Parce que c'est vrai que
le recrutement du prestataire, sachant qu'il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de modes de fonctionnement. C'est pour ça que l'activité de location courte durée, c'est vraiment une activité à part entière. C'est un peu comme si on était un chef d'entreprise, entrepreneur. C'est qu'on va avoir comme là, recrutement à faire, du management, donner des conseils, former des gens. Donc ça, c'est des choses déjà à maîtriser de base. Après, sur le choix du prestataire, ça va dépendre en fait du rôle. C'est pour ça que c'est important aussi de définir en amont c'est quel rôle on veut avoir dans la gestion de ces locations courte durée, pour définir aussi les tâches qui vont être à réaliser pour en face trouver le bon prestataire. En fait, c'est de cette manière-là qu'il faut réfléchir et pas se dire voilà, j'ai besoin d'un prestataire, je prends un prestataire. C'est déjà définir quel est mon rôle dans la gestion de mes biens. Est-ce que je m'occupe de tout? Est-ce que je délègue la logistique? Est-ce que je délègue autre chose? Qu'est-ce que je m'automatise aussi? Et à partir de là, définir quelles tâches je veux faire ou ne pas faire. Et de là, on va choisir le prestataire ou les prestataires adéquats pour son bien. Et pour le recruter, en général, ça va être sur Le Bon Coin par exemple. Ça va être tout simplement en tapant des recherches sur Google. Ça va être des sites comme Je Me Propose. Ça va être le bouche à oreille. Souvent dans notre entourage, on peut être amené à voir des personnes qui connaissent des personnes justement qui font des ménages ou comme ça. Donc après, ça va être en suivant le type de prestataire en fait qu'on va faire appel que voilà, la stratégie de recrutement va être mise en place. Et qu'est-ce qui fait que tu loues pratiquement toute l'année ton logement? Tout simplement parce que c'est encore lié à la stratégie, mais aussi le fait que je m'adapte à ma clientèle cible toute l'année. C'est que quand quelqu'un, par exemple, va mettre en place une annonce qui est généraliste, qui va chercher à toucher tout le monde et au final ne touche pas forcément grand monde, moi je vais m'adapter à la saisonnalité et à ma clientèle cible pour mettre en place l'annonce et l'offre surtout. Je parle souvent d'offre parce que pas que l'annonce. Beaucoup de gens font aussi cette erreur de croire que c'est que l'annonce ou que les photos qui font la différence ou que le prix. Sauf que c'est vraiment une histoire d'offre, une histoire de clientèle cible, une histoire de plateforme, de visibilité, une histoire de création de coup de cœur à travers l'annonce. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait à ce niveau-là, qui fait que aujourd'hui, grâce aux méthodes que j'ai mises en place, aussi par rapport à l'historique que j'ai, ça y fait aussi, mais même en se lançant, en mettant en place les bonnes stratégies, on peut avoir des résultats très puissant. Et on m'a dit que tu étais un spécialiste de l'annonce hypnotique. Donc du coup, comment on fait une annonce hypnotique afin de louer plus cher et plus souvent que l'autre? C'est simple, l'annonce hypnotique. En fait, le but de l'annonce hypnotique, comme je l'ai dit toujours, c'est capter le voyageur à travers ses émotions. Et en fait, c'est le côté là qu'il faut réussir à sensibiliser chez les gens. C'est que s'enlever de la tête que c'est que le prix qui va faire la différence. Parce qu'il y a beaucoup de blocages auprès de propriétaires qui se disent « ouais, je suis pas assez cher » ou « je suis peut-être trop cher, du coup je vais baisser mon prix pour faire en sorte que le voyageur réserve ». Sauf que dans la démarche, dans l'approche que je vais avoir, c'est sensibiliser vraiment le voyageur. C'est pour ça que je parle souvent de clientèle cible, pour faire en sorte de lui construire une annonce sur mesure en fait. De sorte à quand il tombe sur l'annonce, déjà il y a la création de l'effet « waouh ». Donc à travers les photos qui sont mises en place, à travers le titre aussi qui apporte tout les points forts du logement. Donc le titre, ça va être les photos, ça va être aussi dans l'ordre des photos, ça va être un ordre spécifique au niveau des photos, ça va être autour de la description, être le plus complet possible avec la description, partager un maximum de valeur. En fait, c'est ça le but. C'est plus on apporte de la valeur au voyageur, plus on lui apporte des informations, plus on fait en sorte d'identifier quels sont ses besoins et comment le logement, la situation du logement va y répondre, plus on fait en sorte d'attirer les voyageurs qu'on veut déjà, parce que ça évite, on peut filtrer déjà les personnes qu'on ne veut pas attirer dans le logement, mais aussi on va être à même d'attirer des voyageurs qui seront prêts à payer plus cher leur séjour parce qu'ils ont l'offre idéale pour eux. Et comment maintenant tu peux nous aider à obtenir les mêmes résultats que toi? C'est simple, aujourd'hui j'ai plusieurs formats, donc pour les gens qui veulent soit se faire accompagner, soit se former, tout simplement. Donc je propose des programmes d'accompagnement, de suivi, donc qui va du débutant qui se lance dans la location courte durée à l'investisseur un peu plus expérimenté mais qui a du mal à avoir les résultats souhaités pour créer sa vie sur mesure grâce à la location courte durée. Donc plusieurs formats d'accompagnement, que ce soit en format e-learning, donc formation en ligne, ou que ce soit des accompagnements plus personnalisés, donc soit avec moi-même ou des coachs de mon équipe. Et donc voilà, sachant qu'également que j'ai des programmes d'accompagnement qui sont éligibles au CPF, donc qui est le compte personnel de formation, qui permet de se faire financer ces programmes d'accompagnement par l'État. C'est plutôt intéressant. Donc moi par rapport au CPF, j'ai utilisé mon CPF, c'est hyper simple. En 5 minutes, on peut voir combien surtout on a sur notre CPF.
et acheter une formation et après ça va très vite. Donc on expliquera vraiment, tu as une vidéo aussi pour présenter comment savoir combien on a sur le CPF afin d'agir. Donc typiquement, grâce au CPF, on pourrait pratiquement avoir accès à une formation de haut niveau afin de générer 200 000 euros presque gratuitement. Donc tout dépend aussi de votre éligibilité au CPF. Donc super. Tu proposes aussi pour les personnes qui c'est bien, ils se forment mais ils ont du mal à passer à l'action ou qui préfèrent déléguer. Tu proposes aussi un système de conciergerie ou pas? Alors ouais, par rapport à ça, justement, c'est un pôle qu'on développe, justement, c'est le pôle de prise en charge de biens en commercialisation, gestion. Par rapport au fait que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui n'ont pas forcément l'envie ou la nécessité de s'occuper eux de leurs biens. Donc voilà, c'est ce qu'on développe, que ce soit uniquement par exemple sur la partie commercialisation. Donc il y en a qui veulent continuer à gérer la logistique mais ne pas s'occuper de tout ce qui est mise en place des annonces, stratégies tarifaires, qui souhaitent tout simplement se faire booster la rentabilité parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc la partie commercialisation ou la partie délégation totale où eux n'ont rien à s'occuper et nous on prend en charge l'entièreté du bien pour faire en sorte de maximiser ses revenus en toute sérénité, sachant que l'approche qu'on va avoir c'est vraiment dans une démarche de performance. Nous on va accompagner plus le profil investisseur, donc les personnes qui sont plus dans le format louer ponctuellement ou qui vont avoir tendance à beaucoup vouloir séjourner dans leur logement. On ne va pas pouvoir les accompagner sur cette partie-là. C'est vraiment une démarche où on va viser la performance alliée au côté sérénité mais aussi apport de valeur. Donc tout ce qu'on implémente nous-mêmes dans nos propres locations, c'est faire en sorte de l'apporter aussi aux propriétaires investisseurs qu'on accompagne dans cette démarche-là. Avant de finir l'interview, j'ai deux questions pièges. Donc, l'une, c'est un client qui a un T4, c'est T4 ou T5 sur Périgueux. Donc, ça s'est très bien passé cet été. Et en fait, il pensait, ou peut-être que je lui ai préconisé, de voir s'il pouvait d'une certaine manière changer d'annonce pour dire que c'est un T3 ou un T2 à la place d'un T4. Est-ce que ça peut se faire pour louer plus, cette petite subtilité? Pas vraiment, il n'y a pas d'intérêt à changer ça et mentir entre guillemets justement sur le type de bien. Sachant qu'une personne, quand elle va faire sa recherche, elle va mettre son nombre de personnes. Ouais. Donc en fait, on se met à la place du voyageur tout simplement. Si la personne, elle cherche pour 2 personnes, quoi qu'il arrive, l'annonce elle apparaîtra. Donc après, c'est le prix, le bien. C'est ça le truc, c'est est-ce que ça correspond à la clientèle cible? Donc si la personne ne vient qu'à 2, si c'est le seul T4, pourquoi pas elle va le prendre, mais sinon elle ne va pas forcément le prendre parce que ça sera trop grand. Donc en gros, si la personne a fait une erreur, a investi dans un T4 pour louer en location courte durée toute l'année et que c'est plus le T2 qui marche, il n'y a pas de petite stratégie pour essayer de résoudre cette problématique? Donc là, pour l'instant, l'été, ça a très bien marché. Mais est-ce que dans la hors saison, ça peut marcher? Alors, par rapport à ça, c'est simple. C'est juste qu'elle va faire son étude de marché sur le type de clientèle qu'elle va pouvoir cibler par rapport à son type de bien. Okay. Parce que, je partais sur le principe T2, mais si dans son secteur, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, je sais pas, en groupe ou ce genre de choses, ça va être d'identifier ces personnes-là et de savoir comment les cibler pour qu'elles puissent séjourner dans leur T4. Donc c'est là où justement l'approche de la visibilité va peut-être amener à évoluer, peut-être pas utiliser que les plateformes Airbnb, Booking, peut-être qu'il y a d'autres stratégies à mettre en place et de mettre d'autres stratégies en place. Chose à savoir également sur cette partie-là, parce que ça a très bien marché l'été, mais rien n'oblige justement sur ce type de format à faire que de la location courte durée. Autant faire de la coloc là, par exemple, sur ce type de format, coloc jusqu'à l'été prochain et relancer de la location saisonnière. Et là, on passe sur un format location que l'été en saisonnier et le reste de l'année en mode coloc. Et je pense que voilà, c'est des chiffres à regarder en fait. C'est quoi le plus intéressant? Merci pour ta réponse. Donc la dernière petite question piège, voilà. J'ai un budget d'1 million d'euros que je veux utiliser dans une villa. Est-ce que le marché de la villa de luxe ou de la maison de luxe est intéressant en location courte durée? Alors pour moi aujourd'hui, sachant que j'ai fait le test aussi d'avoir pris des villas en gestion, notamment pour l'été, ce genre de choses, moi je trouve que ça peut être hyper puissant. Encore une fois, ça va dépendre du secteur. Ça va être, si on veut partir dans ce type de projet, c'est mettre une vraie stratégie en place, parce que là si on s'attend juste en mettant une annonce en ligne que ça tourne,
Moi, je suis pas. Enfin voilà, si je suis ramené à. Moi, si j'ai 1 million à investir dans une villa, je pense que je mettrai des stratégies avancées pour cibler des personnes aussi bien qui viendraient en vacances, en voyage, comme ça, mais aussi que l'activité soit pérenne hors saison, donc en mettant en place d'autres stratégies pour accueillir d'autres types de personnes dans le logement. Et ça peut se louer combien sur le Pays Basque, une villa de type, pas de bas de gamme, mais d'entrée de gamme? Oh, là, c'est cool que tu me demandes parce que c'est très large entrée de gamme. Là, sur un exemple d'une villa que j'avais pu mettre en place récemment, c'était c'était pas forcément non plus de l'entrée de gamme, mais on va dire sur elle avait 4 chambres, piscine. Il y a en fait, ça dépend des prestations. En fait, c'est ça le truc, c'est que limite, je pourrais pas te donner de prix là, mais ça dépend des prestations qu'elle propose. Tu vois, s'il y a piscine, s'il y a spa, s'il y a sauna, s'il y a des salles de bain dans chaque chambre ou pas, ça dépend de la vue, etc. Donc, il y a pas mal de critères à prendre en compte donc, pour fixer le prix. Et donc, suivant aussi le secteur, mais là, sur le type de villa que je te dis, 4 chambres, piscine, etc., ça s'est loué à peu près 10 000 la semaine. Un peu moins de 10 000 la semaine. Et ça se louerait à 10 000 euros pratiquement toutes les semaines, juillet à août, ou ça peut faire de juin jusqu'à septembre parfois? Non, là, c'est à faire varier. Là, quand je te dis 10 000 la semaine, c'est sur le gros pic de l'activité. Mais après, ça va faire varier du coup à la baisse, suivant la période. Où c'est là justement ce côté maîtrise des stratégies tarifaires, maîtrise du marché, de l'évolution du marché est importante pour ne pas se planter entre guillemets dans ses prix et optimiser ses revenus par rapport à ça. Super. Donc si vous voulez lancer dans la villa haut de gamme, n'hésitez pas à faire appel à Steven. Donc j'ai plus d'autres questions. Si tu avais des choses à nous avouer, des petits secrets de dernière minute, n'hésite pas. Ouais, moi j'ai un super conseil à donner à tout le monde, mais aussi un retour important, rapide sur tout ça, parce qu'en fait on parle de location courte durée, on parle de cash flow, on parle de liberté, mais juste partager rapidement moi ce que ça m'a permis de réaliser, parce que je parle souvent de mon cas, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai expérimenté, mais comme je dis, moi je me suis lancé à but de sécuriser mon avenir, générer un complément de revenus supplémentaire, améliorer la qualité de vie, développer d'autres projets à travers, grâce à la location courte durée. Et parce que souvent on me demande la question, si tu maîtrises tout ça, pourquoi tu ne le fais pas toi? Pourquoi tu ne continues pas à investir, à multiplier les biens et comme ça tu es blindé? Sauf qu'en fait, aujourd'hui, mon leitmotiv à moi, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas l'argent qui me motive le plus, c'est plus l'expérience de vie, c'est plus la découverte d'autres cultures, de voyager, ce côté liberté, sérénité. Et sans ça, tout simplement que moi, mes projets se sont inscrits. Et ce que ça m'a permis d'obtenir, c'est tout simplement qu'en l'espace de 2 ans, en mettant en place les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, ça m'a permis de voyager à travers le monde, de créer d'autres activités par la suite. C'est pour ça que l'activité de location courte durée, je vois plus ça comme un accélérateur. C'est pas dit que ça se trouve d'ici 1 an, je vais arrêter la location courte durée parce que c'était un bon tremplin pour moi, parce que ça m'a permis de générer pas mal de revenus et de me lancer dans d'autres projets qui m'animent plus que le pur investissement immobilier. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun, c'est propre à chaque stratégie. Mais moi, mon but ultime, c'est pas de devenir riche pour devenir riche, c'est sécuriser mon avenir, complément de revenus, liberté, expérience de vie. Et c'est en ça que j'ai trouvé que la location courte durée, c'était en harmonie avec tout ce que je mettais en place, sachant qu'il n'y a pas besoin de multiplier massivement les investissements immobiliers. Comme on pourrait voir, certains ont 40, 50 biens et arrivent à peine à dégager un peu de cash flow. Donc voilà, moi c'est en ça que ça s'est inscrit. Donc meilleur conseil par rapport à ça, c'est de définir déjà ses objectifs de vie avant ses objectifs financiers. Donc à quoi ça aspire de vouloir se lancer là-dedans, d'ici combien de temps. Et puis à partir de là, c'est se lancer à fond. C'est éviter d'être trop pessimiste dans ses projections, parce que moi c'est ce que j'ai fait et que c'est ce que je trouve ça m'a pénalisé justement dans ma première année dans l'évolution. Plutôt avoir ce regard optimiste et mettre en place directement les meilleures stratégies pour avoir les résultats. Parce qu'encore une fois, trop de monde se lance en mode test, se disent voilà, je vais faire une annonce Airbnb, je vais la lancer et on va voir ce qui se passe. Parce que ça aussi, aujourd'hui, j'ai le statut ambassadeur Airbnb, donc je suis amené à accompagner des personnes qui se lancent sur Airbnb. Et je vois dans toutes les personnes, parmi les dizaines de personnes que j'accompagne, qui ont un gros problème justement sur la mise en valeur de leurs biens, leur annonce, qui se disent voilà, j'y vais en mode test, mais qui n'ont pas de résultats. Donc si on veut avoir des résultats, c'est tout simplement se mettre les meilleures chances de son côté pour réussir à les atteindre. Et si on le fait, quoi qu'il arrive, ça marche, j'en suis sûr et certain, et j'en suis la preuve vivante, et de nombreux clients que j'ai accompagnés en sont la preuve vivante également. Merci Steven pour ce dernier conseil. Donc si vous avez bien entendu, il peut vous accompagner pour développer vos revenus en location courte durée. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et pour information, vous allez avoir
un article par semaine sur la location courte durée afin d'augmenter en compétences. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.